Bienvenue dans cette nouvelle émission, Les Experts du Vécu. Dans cette émission, nous allons régulièrement traiter de l'actualité, qu'elle soit malienne, internationale, française. Nous allons donner notre avis. Et cet avis-là émane de plusieurs personnes. Ce sont des gens qui sont des spécialistes dans leur domaine. Nous allons les présenter et ensuite, nous allons présenter le thème ou les thèmes de cette édition. Et ils vont ensuite analyser ces thèmes-là et apporter leur science. Bonjour Amirou, bonjour Tchefi. Bonjour. Bonjour et merci de cette invitation. De rien. Comment allez-vous? Ça va, très bien. On va laisser Amirou se présenter. Oui, je m'appelle Amidou Tidjani, enseignant-chercheur dans les universités Paris 8 et Paris 13. J'ai l'habitude d'intervenir sur la chaîne. Maintenant, je suis un expert du vécu. Voilà, un expert du vécu, comme tu le dis. Tchefi Sissoko. Bonjour à toutes et à tous, donc Tchefing Sissoko, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'université Paris-Est Créteil, à l'université de lettres et sciences humaines de Bamako. Donc je revendique cette double appartenance, d'une part d'être ici dans l'enseignement et la recherche, et d'être aussi au Mali dans l'enseignement et la recherche, et dans bien d'autres domaines aussi, puisque aujourd'hui la question de l'éducation, ça mérite qu'on s'y intéresse, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Tout à fait. Ce n'est pas par hasard qu'on a casté ces personnes-là autour de cette émission, parce qu'il est temps que nous arrêtons de nous plaindre, il est temps que nous fassions ce que nous savons faire. Il se trouve que dans la communauté malienne, il y a beaucoup de talents, et il faut mettre ces talents-là devant. Et il faut demander l'expertise de ces talents. Et il ne faut pas l'attendre de qui que ce soit. Nous sommes un média, nous avons la masse critique de connaissances, et nous avons la masse critique de compétences pour le faire, et donc c'est vraiment une mission que nous nous sommes assignés, et c'est tout un honneur pour moi d'avoir autour de moi ces deux personnes, ces deux personnalités, ces deux capacités pour mener à bien cette émission que nous avons voulu appeler Les Experts du Vécu. Le premier thème de notre discussion aujourd'hui va porter sur la justice au Mali, et ensuite nous allons parler de l'affaire Bakary Togola et de la récente affaire de la convocation à la gendarmerie du général Moussa Senko Koulibaly. On va commencer par Amidou Tidjani, qui est notre spécialiste en termes de droit. On va présenter déjà l'affaire Bakary Togola. Qui est Bakary Togola? Pourquoi il a été inquiété par la justice? Et à cette étape des choses, à cette étape du processus, où est-ce que nous en sommes? Alors, l'affaire Bakary Togola, du nom du président de l'APECAM, une confédération d'agriculteurs, c'est une affaire qui concerne des détournements de fonds, appelés des ristournes, de fonds de la CMDT et de l'Agence française de développement. Des fonds qui ont été mis à la disposition de la confédération syndicale par la CMDT et l'Agence française du développement, et qui devraient servir de subvention pour les producteurs agricoles. Sauf que ces fonds ont été décaissés, et il s'est avéré que sur plusieurs années, on est des chiffres qui avoisinent 13-14 milliards environ de francs CFA. Ces fonds ont été mis à la disposition de la Confédération, utilisés, consommés, sauf qu'il n'y a pas de trace des sorties d'argent. Les sorties d'argent n'ont pas été tracées, en tout cas ne figurent dans aucun document comptable, dans aucune comptabilité. Sur la totalité des sommes qui ont été décaissées par l'AFD et la CMDT, qui ont été mises à la disposition de la Confédération, en tout, il y a seulement 9 milliards qui apparaissent comme ayant été encaissés comptablement, alors que le reste de l'argent a également été encaissé, mais ça ne figure nulle part dans la comptabilité. Et sur ces 9 milliards, il n'y a que 3 milliards qui ont été justifiés comme dépensés. Tout le reste de l'argent volatilisé. Alors, est-ce que ça veut dire que l'argent a été volé? Est-ce que ça veut dire que ça a été détourné? On ne le sait pas encore, on ne le sait pas véritablement. En tout cas, toujours est-il que ça n'apparaît pas dans la comptabilité. Et le fait que ça n'apparaisse pas dans la comptabilité constitue en soi une infraction. Donc l'enquête policière visait à savoir, qui a commencé à travers une dénonciation
faite par le comptable lui-même. L'enquête policière visait à savoir si l'argent a été convenablement dépensé mais sans traçabilité, ou si l'absence de traçabilité signifie que les fonds ont été détournés. À ce stade, la justice, jusque-là, Bakary Torola est présumé innocent, la justice estime qu'il y aurait, je parle au conditionnel, détournement de fonds. Mais il n'y a pas à ce jour de preuves certaines attestant que l'argent a été détourné par Bakary Torola. On va revenir à vous. Tiafin Sissoko, vous qui êtes enseignant, vous qui êtes chargé d'éduquer un certain nombre de nos jeunes dans les universités, vous qui donnez votre avis, comment vous avez perçu cette affaire dite Bakary Torola? Oui, c'est vrai que l'histoire, ça nous questionne et ça ne nous surprend pas en fait de constater ce qui s'est passé avec des hauts représentants des institutions maliennes qui sont impliqués dans les détournements de fonds ou où leurs noms sont cités en tout cas dans des malversations financières ou autres. Je crois que ça devient une monnaie courante dans nos organisations, dans nos services, à tous les échelons de l'État. Et c'est ça qui est dramatique puisque vous avez bien saisi la chose et c'est en cela que votre émission aussi vient alimenter un débat qui est essentiel aujourd'hui puisque on voit un certain nombre de modèles, soit des modèles politiques, soit des modèles en fait culturels par des artistes ou autre chose, mais on voit un peu moins des experts, et ça porte bien le nom, des experts du vécu qui vont peut-être réagir sur certaines questions fondamentales de nos sociétés et qui vont, oui, et qui vont sans émotion, vous l'avez compris, et qui vont nous permettre de réfléchir collectivement sur les meilleurs modèles peut-être à brandir dans nos sociétés. Et c'est ça aujourd'hui qui est inquiétant. L'affaire Bakary Torola, vous l'avez si bien dit, il représente pas seulement une institution, je crois 2 institutions, il est le président de 2 institutions, des paysans qui lui font confiance, l'argent des paysans, puisqu'il faut comprendre tout ça, il est à la tête d'une coopérative, donc coopérative agricole. Et la coopérative agricole signifie quoi? Ça signifie que des paysans se mettent ensemble pour mettre à contribution, en tout cas pour pouvoir prendre en charge un certain nombre de dépenses, cotiser d'abord et ensuite prendre en charge un certain nombre de dépenses collectivement. Donc ça suppose quoi? Quelqu'un qui doit représenter ce type d'institution doit être exemplaire, doit être irréprochable, doit pouvoir utiliser l'argent public, puisque là il est question de l'argent public, il est question du bien commun. Et je crois que c'est quelque chose qui a de l'importance. Le bien commun doit être confié à des personnes qui sont en mesure de bien gérer cela. Et or, qu'est-ce que nous assistons aujourd'hui? Pas seulement au sein de ces 2 institutions, mais plus largement, on assiste à du népotisme et donc on assiste aussi à cette corruption qui gangrène un peu la gestion de la chose publique. Ce qui est inquiétant dans cette histoire et que Hamidou le pensait, il l'a évoqué, c'est que en fait, il y a des liens entre ces organisations et ces personnes qui sont à la tête de ces organisations et les politiques. Cette histoire, pourquoi est-ce qu'elle prend une telle ampleur? C'est qu'il y a aussi, en fait, des connexions qui sont en place entre les hommes politiques d'un côté et ces acteurs économiques. Et je crois que dans beaucoup de sociétés, on a réussi à mettre en place des systèmes de régulation des rapports entre d'un côté les opérateurs économiques et de l'autre côté des hommes politiques. Et aujourd'hui, nous ne parvenons pas à mettre en place ces systèmes de régulation qui permettent d'éviter tout simplement le mélange des genres. Et je crois que c'est ça en fait qui est soulevé ici. Vous me posez la question sur le modèle que nous allons pouvoir transmettre aux jeunes étudiants, aux jeunes universitaires, mais c'est un peu tout ça. C'est en tout cas questionner, rappeler l'importance du modèle à mettre en avant, l'importance aussi de ces pratiques et l'exigence d'évoluer sur ces types de pratiques dans nos sociétés. Et nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de montrer d'autres modèles à nos enfants, à nos jeunes. Et la question de la valeur, je crois, des valeurs, il faudra qu'on en revenir là-dessus. Amirou, je sais que sur les réseaux sociaux maliens, parce que les réseaux sociaux, c'est vraiment le lieu où les Maliens s'expriment, que ce soit ceux qui savent, ceux qui croient savoir, les tonneaux vides. Et lorsque l'interpellation de Bakary Torola a été annoncée, beaucoup de Maliens qui sont assoiffés de justice ont
explosé de joie. Ils ont exprimé leur joie. À l'heure actuelle, Bakary Togola est présumé innocent. Ça veut dire qu'il peut revenir libre chez lui, sans poursuite. Donc, vous allez nous dire, dans un premier temps, pourquoi Bakary Togola ne rentre pas chez lui et tous les jours, il vient voir le juge pour qu'on le questionne, ainsi de suite. Pourquoi on a décidé de le garder? Alors, je pense que dans le cas Bakary Togola, au-delà de cette infraction qui lui est reprochée, il y a aussi une perception qui est assez importante en matière de justice, dont le juge doit faire abstraction, mais que le citoyen lambda a du mal à se séparer. C'est le fait que Bakary Togola, vous l'avez tous entendu, après la campagne, après l'élection présidentielle, lorsque l'opposition a commencé à manifester, Bakary Togola a dit au Premier ministre, il dit, je cite, Monsieur le Premier ministre, nous enfin fait la doko de dodo da wudade. C'est-à-dire que finalement, l'opposition qui est dans la rue ne demande qu'à avoir des postes et de l'argent. Donc il faudrait leur en donner un peu, ils vont se taire. Et quelqu'un qui dit ça publiquement, donner un peu de quoi? Les gens auxquels il s'adresse, c'est l'argent public qu'il gère. Ça voudrait dire donner un peu d'argent public. Le Malien lambda qui, lui, est dans sa galère, à qui on ne donne pas un peu d'argent public, se sent lésé, légitimement. Et donc, lorsqu'il est dit tout de suite que cette personne est accusée de détournement de fonds, ça n'étonne personne. Tout le monde y croit par avance. Au lieu d'être présumé innocent, il est présumé coupable parce que, à travers ses propos, il a l'habitude, il a montré, il a donné l'image d'une personne qui est prête à donner l'argent public à quelqu'un juste pour que cette personne la ferme. Mais justement, est-ce que ces Maliens-là qui ont exprimé une telle joie face à l'interpellation de Bakary Togola pourraient être déçus? Bien évidemment. Bien évidemment, il pourrait être déçu. Aujourd'hui, Bakary Togola est en prison, pas parce qu'il est condamné, mais en détention provisoire parce que le juge estime que si jamais il est libéré aujourd'hui et qu'il rentre chez lui, il a les moyens de faire en sorte que justice ne soit pas rendue. C'est-à-dire qu'il peut soit corrompre des témoins, soit quitter le Mali pour se retrouver à un endroit où on ne le retrouverait plus, ou en tout cas faire en sorte que la justice ne fonctionne pas normalement. C'est pour éviter cela qu'il se retrouve aujourd'hui en détention provisoire. Mais véritablement, aujourd'hui, il n'est coupable de rien. À la suite de l'instruction qui est en cours, il peut y avoir un non-lieu et Bakary Togola rentrera chez lui libre absolument de tout cela, de tous les faits qui lui sont reprochés. C'est possible, parce qu'il n'y a pas de condamnation aujourd'hui. Et il n'y a même pas, on est encore à la phase de l'instruction, il n'y a pas, le juge d'instruction n'a pas estimé qu'il y a suffisamment de preuves pour l'amener à un procès. Donc pour le moment, il n'y a pas suffisamment de preuves. Il n'y a pas de procès sur le compte de Bakary Togola. Il est toujours présumé innocent. Et donc, pour l'instant, Bakary Togola est un homme innocent et jouit de tous ses droits au Mali, comme chacun de nous. Alors, pas tout à fait, parce qu'il est en détention provisoire. Le fait d'être en détention provisoire montre quand même qu'il y a des soupçons, il y a un faisceau d'indices qui montre qu'il est fort probable que Bakary Togola ait été l'auteur, ou en tout cas le complice des infractions qui lui sont reprochées. Tchefi, est-ce que si demain la justice décide que Bakary Togola repart chez lui sans chef d'accusation, sans procès, et comment tu penses que, en termes de modèle, puisque tu enseignes des modèles, en termes de modèle, comment ça peut être perçu par la population? Moi, je pense que malheureusement, sans jouer à la personne qui va prédire ce qui va se passer, moi j'ai peur que cette histoire, finalement, risque de se régler d'une certaine manière, comme on a l'habitude de le voir, malheureusement, au Mali. Ça veut dire que finalement, justice n'est pas toujours rendue au Mali. Cela ne veut pas dire qu'on ne croit pas à l'organe qui gère un peu la justice, mais ça veut dire qu'il y a des manœuvres qui sont profondément ancrées dans nos façons de faire, dans nos façons d'être, qui font que finalement pour rendre justice, ça va être extrêmement délicat. Parce que tu le disais tout à l'heure, il faut bien réagir sur l'actualité sans émotion, mais malheureusement dans nos sociétés, il y a la mauvaise gestion de cette émotion qui apparaît, et autre chose, c'est le social qui est à la place de la rationalité. C'est-à-dire que c'est le social qui prime sur l'argument juridique même. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis sûr que maintenant, il y a même des
démarches qui sont en cours pour négocier, pour que c'est une personnalité publique, qu'il a été à la tête de certaines institutions et donc du coup qu'on le tolère, etc. Mais il faut regarder nos sociétés et je pense qu'il faut être objectif dans la façon de regarder nos sociétés. À un moment donné, quand on regarde l'histoire de notre société, on met en avant un certain nombre de personnages qui ont fait des choses qui ne sont pas forcément nobles. Et je crois que si on ne parvient pas à s'extraire de ce type de modèle, mais finalement on va répéter sans cesse les mêmes choses. Ce n'est pas pour rien que notre société fonctionne mal aujourd'hui. Aujourd'hui nos sociétés globalement ne fonctionnent pas bien. Parce qu'on a fait le choix de mettre en avant les mauvais modèles. Parce qu'on met en avant des mauvais modèles et parce que ce qui caractérise aujourd'hui, en tout cas le système qui va permettre de sélectionner les personnes progressivement pour les mettre à la tête ou au sommet de l'État, ce ne sont pas des modalités que nous avons construites de façon efficace. Et en fait, on s'est laissé, je crois, corrompre par toutes sortes de personnes qui peuvent, par des stratégies détournées, se retrouver à la tête sans pour autant obtenir les compétences. Et aujourd'hui, c'est ce que l'on voit au quotidien. Qu'est-ce que Bakary Togola risque si toutefois l'affaire suit son cours et qu'il y a un procès? Si, admettons, les sommes qui sont en jeu, il est reconnu, que ce soit lui en tant que personne physique ou l'APECAM en tant que personne morale, si l'une des deux entités est reconnue comme ayant détourné ces fonds-là, qu'est-ce qu'il risque pénalement au Mali? Alors, aujourd'hui, c'est que les preuves ne permettent même pas de déterminer exactement l'infraction qui lui est reprochée. Selon que ce soit un délit ou selon que ce soit un crime, la sanction ne sera pas du tout la même. Si tu nous, le délit s'arrête où? Le crime commence où? Voilà. Alors, c'est simple. On est là dans un cas de figure où le simple détournement de fonds ou un abus de biens social, l'abus des biens de l'APECAM, puisque ces fonds ne relèvent pas de Bakary Togola mais de l'APECAM, constituerait un simple délit et il pourrait se retrouver avec une peine de 3, 4, 5 ans de prison tout au plus, au maximum. Alors que si on venait à être dans le cadre d'un crime, la sanction pourrait être beaucoup plus lourde, 10 années, 15 années, voire au-delà. Mais aujourd'hui, véritablement, les moyens... Qu'est-ce qui pourrait caractériser le crime? Parce que ça, c'est une notion importante. Ça a l'air simple pour vous. Oui. Qu'est-ce qui caractérise le délit? Qu'est-ce qui caractérise le crime économique? Alors, ici, aujourd'hui, d'un point de vue économique, dans le cadre de cette affaire Bakary Togola, on pourrait estimer qu'il y a crime si les fonds détournés par Bakary Togola ont été utilisés par lui sur la base d'une manœuvre qu'il a conçue, il a orchestré, organisé un système destiné à priver les agriculteurs de ces fonds et les a utilisés de manière totalement personnelle. S'il s'avère que ces fonds ont été utilisés du fait et que cette infraction d'absence de traçabilité résulte d'une simple négligence ou de la méconnaissance de règles de droit, on serait là dans le cadre d'une infraction beaucoup moins importante, dans le cadre d'un simple délit qui pourrait entraîner une condamnation véritablement mineure de 3 années de prison. Et le crime, ce serait combien? Il pourrait aller jusqu'à 10-15 ans de prison. Très bien. Et ce qui va nous amener à parler de l'état de la justice, l'état des lieux de la justice au Mali aujourd'hui. À quoi ça fait penser la justice au Mali aujourd'hui? Véritablement, il ne faut pas se leurrer. Je pense que hier a été présentée la nouvelle loi de programmation de la justice pour une somme d'environ 190 milliards qui sera investie dans la justice sur 4 ans, 2020-2024. Au-delà des fonds, la justice malienne souffre d'un problème structurel. On a mal conçu notre modèle de justice. C'est-à-dire que le Mali, le modèle de justice qu'on retrouve aujourd'hui chez nous, est issu d'un modèle français, un modèle colonial, j'ai envie de dire, qu'on a essayé de transposer chez nous à la sortie de la colonisation, mais qui n'est pas du tout adapté à notre réalité. Aujourd'hui, le système judiciaire en lui-même est conçu, perçu par le citoyen lambda comme un appareil profitable aux riches contre le pauvre. Un pauvre qui souhaite obtenir réparation d'un préjudice qu'il a subi face à un riche n'ira jamais devant le juge.
parce qu'il sait que devant le juge, ça va se résoudre à coup d'argent, véritablement. Donc l'appareil judiciaire malien aujourd'hui n'est pas adapté à notre réalité. Ce n'est pas un modèle concevable, ce qui explique le développement de modèles parallèles. Quand il y a des litiges entre deux personnes dans certaines contrées de notre pays, on préfère recourir à l'imam du quartier, on préfère recourir au chef local plutôt que l'appareil judiciaire, parce qu'on va se retrouver devant un juge qui est corrompu. Oui. Juste pour finir, justice malienne aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un litige avec quelqu'un, vous faites confiance en la justice? Mais disons que c'est ça, c'est les modalités un peu traditionnelles, les modalités de règlement à l'amiable ou social qui fait intervenir des autorités traditionnelles qui priment de plus en plus sur la justice. Puisqu'il faut regarder, vous connaissez parfaitement tout cela, quand vous êtes à Bamako, quand vous êtes au Mali, que vous entendez toujours des affaires immobilières. C'est-à-dire que les Maliens n'ont plus peur aujourd'hui d'aller s'accaparer du terrain de quelqu'un, puisqu'ils se disent, dans tous les cas, on va en discuter, on va aller devant les tribunaux et on a la possibilité, si on a un peu plus d'argent, de financer, de mettre l'argent sur la table ou de faire traîner les choses jusqu'à ce que la personne qui est dans son droit, jusqu'à ce que cette personne abandonne. Mais c'est ce que l'on voit en fait de plus en plus. Est-ce que le problème justement de cette conciliation traditionnelle ne va pas toujours dépendre de celui qui a été celui à qui on a celui qui a été lésé, celui qui chaque fois que on a affaire à l'imam toujours en faveur de celui qui a porté le coup. Disons que pourquoi est-ce qu'on s'oriente vers ce type d'autorité? Le problème c'est qu'aujourd'hui on ne fait pas totalement confiance. La population ne fait pas confiance à la justice. Elle va se dire que les autorités qui représentent un peu la tradition vont pouvoir faire preuve d'une certaine neutralité pour régler le problème. La justice c'est quoi? C'est de pouvoir agir de façon équitable entre deux parties ou entre plusieurs parties qui se retrouvent devant moi. Et si je parle du principe que en fait cette justice telle qu'elle est organisée dans nos sociétés ne parvient pas à le faire, je vais m'orienter vers des autorités où j'ai la conviction que ces autorités peuvent trancher en tout cas la chose. C'est pour cette raison qu'on s'oriente de plus en plus vers les autorités. Hier ou avant-hier, c'était hier, hein, le général Moussa Sinko a été convoqué à la gendarmerie. La raison, c'est qu'il avait fait un tweet dans lequel il s'offusquait de l'état d'insécurité du Mali aujourd'hui et il attribuait l'incapacité du Mali, de l'État malien à protéger les Maliens, à protéger l'armée, parce que n'oublions pas, à Boulkessi, il y a eu une tuerie de nos soldats dans un camp militaire. Et donc Moussa Sinko Coulibaly, qui est ancien putschiste, qui avait parti du CNDR, qui a été ministre de l'administration territoriale, organisateur lui-même des élections en 2013 qui ont fait du président Ibrahim Boubacar Keïta le président du Mali. Et donc il s'est fendu d'un tweet dans lequel il accusait le président Ibrahim Boubacar Keïta d'être incapable de redresser le Mali. Et il a émis le souhait qu'on dégage là ce pouvoir-là, on se débarrasse de ce pouvoir. Et comme c'est un ancien militaire, c'est un général, c'est un ancien putschiste, un ancien ministre de l'administration territoriale, ça a créé la panique dans la famille Keïta, parce que le fils d'Ibrahim Boubacar Keïta, Bouba Keïta, s'est fendu d'une réponse. Donc il a dit que Moussa Sinko Coulibaly devait se taire, parce qu'un militaire qui a déserté ne devrait pas se mêler de cette façon-là des affaires du pays. Et le président Ibrahim Boubacar Keïta lui-même a répondu. D'ailleurs, il a donné une réponse qui est un peu rigolote. Il disait qu'un coup d'État, l'état actuel du Mali, ne servirait pas. On pourrait comprendre qu'un coup d'État, une autre époque, pourrait être salvateur. Justement, la partie qui m'intéresse, est-ce que Moussa Sinko Coulibaly aujourd'hui, qui est responsable d'un parti politique, a le droit de s'exprimer de cette façon-là juridiquement au Mali? La réponse est clairement oui. Il en a le droit. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. La première, c'est le constat d'insécurité. Moussa Sinko dit qu'il y a un constat d'insécurité au Mali, et ça c'est un fait, personne ne peut le nier. Qu'on soit de l'opposition, de la majorité, personne ne peut le nier. Le deuxième constat qu'il fait, lui, qui relève par contre là de l'opinion, c'est qu'il considère que toute cette insécurité relève de l'incompétence des gouvernants actuels, notamment du chef de l'État. C'est son opinion. Il en a le droit. Et troisièmement, il demande à ce qu'on se débarrasse de ce régime. Ce que les gens n'ont pas compris
dans ce discours, pourquoi je dis qu'il en a le droit, c'est qu'il existe des moyens juridiques, constitutionnels, légaux, qui permettent de se débarrasser d'un chef d'État, sans que ce ne soit par le biais d'un coup d'État. C'est pourquoi il a été auditionné à la gendarmerie et libéré immédiatement, parce qu'il a demandé à ce qu'on se débarrasse du chef de l'État, mais la Constitution permet, lorsqu'il y a un cas de haute trahison, que la Cour de justice, la Haute Cour de justice, mette immédiatement fin au mandat du chef de l'État. C'est possible. Justement, on va revenir sur la notion de haute trahison. Ouais. Tiefin Sissoko, vous avez suivi l'affaire des propos de Moussa Sinko Koulibaly et de sa convocation à la gendarmerie. Qu'est-ce que ça vous invoque? Pour moi, c'est un peu la même histoire. Moi, je vais pas répondre directement à la question parce que je trouve que chacun de nous se doit de s'exprimer quand on voit le pays vivre une telle situation. Les drames, vous l'avez évoqué, et ces drames, c'est pas que maintenant. Depuis 2013, en fait, on est dans une crise à répétition, et depuis 2013, on est aussi dans ces attaques. Alors cette année, ça a pris beaucoup plus d'ampleur avec les nombreux morts, Ougoussagou, puis récemment, donc la région centre, en tout cas, ça concentre un peu toutes ces tensions. Ce qui est, je crois, essentiel aujourd'hui, c'est pas seulement l'effet Moussa Sinko qui doit s'exprimer. Moi, je crois que plus globalement, il faut que nous prenions conscience de l'enjeu lié à notre société. Nous sommes en train, en fait, de perdre notre société. Et c'est pas que le Mali. Il faut qu'on se serve des exemples partout dans le monde. Qu'est-ce que l'on voit en Irak? Si on prend un peu de hauteur, l'Irak a été totalement, ce pays a été totalement détruit. Et après l'Irak, c'est la Libye qui a été totalement détruite. La Syrie, de plus en plus aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Et le Mali, je crois que nous vivons, nous y sommes, en fait. Et si on ne prend pas suffisamment de précautions, eh bien, il y a des chances que l'on soit pire que la Libye, que l'on soit pire que ce que l'Irak a connu. Et là, c'est pas seulement un militaire qui doit parler. Bon, enfin bref, je pense qu'il y a plus globalement des intellectuels qui doivent aussi s'exprimer sur cette question. Et je crois que l'appel que nous pouvons lancer à tout le monde, c'est vraiment cette prise de conscience et cette forme d'engagement. C'est de l'engagement de se préoccuper de nos sociétés. Qu'est-ce que nous allons dire quand que nous avons vu le Mali couler et que nous n'avons rien fait? C'est ça. Mais je pense que c'est là où il faut qu'on prenne véritablement conscience de l'enjeu de reconstruire notre société. Et du coup, on ne peut plus laisser les mêmes choses se faire. C'est un militaire qui part à la retraite et qui revient pour diriger, comme ça a été le cas avec ATT. On a vu ce que ça a donné. Ou des hommes politiques qui ont été là pendant des générations, pendant des siècles, qui n'ont rien pu changer et qui nous brandissent un discours, tout d'un coup on va dire ah oui ça fonctionne, on peut plus faire du neuf avec des vieilles traditions. À un moment donné, il faut qu'on s'inscrive dans une rupture. Alors dans toutes les sociétés on le voit. On va revenir à Amidou, on va revenir à la notion de haute trahison. La haute trahison est réservée à qui et qu'est-ce que ça signifie? Alors, la haute trahison, dans le cas d'espèce, concernant le chef de l'État, n'est pas définie. Il n'y a aucune règle au Mali qui définit ce qu'est la haute trahison commise par le chef de l'État. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et la France qu'on a copiée, puisqu'on a copié cette infraction dans la Constitution française, la France a supprimé la haute trahison et l'a remplacée par un manquement manifestement incompatible avec la fonction présidentielle. Mais ça ne veut rien dire véritablement. On a pris une définition qui est vague, qui est suffisamment vague pour pouvoir y inclure tous les cas de manquement qu'un chef d'État peut commettre à l'encontre d'un peuple. On a en face des experts du vécu, oui, on va en je vais juste, pour donner quand même un élément de définition, même s'il n'y a pas de définition textuelle. Au moment où la Constitution était en train d'être discutée en 1992, le comité qui a rédigé la Constitution s'est posé la question de quel contenu à donner à la haute trahison. Personne n'a donné de véritable définition au sens légal du terme. Mais des exemples ont été cités. Par exemple, lors de la Révolution, Moussa Traoré aurait donné l'ordre de tirer sur la foule. Un ordre de tirer sur le peuple est susceptible d'être qualifié de haute trahison. C'est un exemple, mais ça ne définit pas l'infraction. Et donc ce sont des types d'exemples qu'on peut citer pour dire que tel cas peut être constitutif d'une haute trahison. Sinon au Mali, on n'a pas de jurisprudence, on n'a pas de règles de droit qui définissent la haute trahison commise par le chef de l'État. Ma question, c'est un président qui achète des avions de combat non volants, des épaves d'armement de guerre,
pour une armée qui est en train de se battre contre le pire visage du terrorisme avec les moyens qu'on a, sachant que on envoie des soldats au front sans renseignement, sans équipement. Est-ce que on peut considérer cet état de fait comme une haute trahison, envoyer des gens à la boucherie? Alors, clairement, moi je ne pense pas, contrairement à tout ce qu'on peut entendre, que tous ces éléments soient d'abord fondés et ensuite à mettre au crédit du chef de l'État. Je pense qu'il y a un phénomène de responsabilité. C'est vrai que quand on est chef d'État et qu'on a accepté d'endosser la responsabilité. Non, il est irresponsable. Non, il a des responsabilités, mais on est en train de tout mettre au crédit du chef de l'État. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas quand même à mettre à son crédit, véritablement. Mais je pense, par rapport à l'achat d'équipements a priori volants, mais non volants finalement, s'il est avéré que le chef de l'État a participé à l'acquisition de ces équipements, alors qu'il savait qu'ils étaient défectueux et qu'il les a mis à la disposition de l'armée en ordonnant des combats avec ces équipements défectueux, et que cela, bien évidemment, a eu des conséquences tragiques, oui, on peut réfléchir à l'idée de l'engagement d'une procédure de haute trahison. Mais je ne suis pas sûr que le chef de l'État ait eu, au moment de l'acquisition de ces avions, l'intention d'acheter des équipements non volants. Je vais juste réagir par rapport à ça rapidement, puisque je pense que Hamidou a raison de signaler ce propos sur lequel je ne suis pas totalement en phase et en m'appuyant sur un argument juridique d'ailleurs, puisque l'argument juridique, je trouve que là ça va mettre un consensus. Il y a un article en fait qui est repris dans la loi malienne. On est responsable non seulement de ces actes, mais on est responsable des choses dont on a la garde. Et donc le président de la République qui est le premier responsable du pays, c'est le chef suprême. Donc, du coup, quand des actions sont engagées pour l'armée, ben, il est le premier responsable de cela. Et si c'est pas organisé comme il faut, donc du coup, il se doit de répondre. Cela ne veut pas dire qu'on peut aller je vais juste finir là-dessus. Cela ne veut pas dire qu'on va aller jusqu'à... Oui, bien sûr. Cela ne veut pas dire qu'on va aller jusqu'à une procédure de destitution. Mais quand on regarde le fonctionnement de l'armée, il y a beaucoup de choses qui questionnent. Et donc, il doit être en mesure de prendre les mesures qui s'imposent pour régulariser le fonctionnement de cette armée. Et je crois que c'est là où on attend encore des choses qui ne sont pas organisées. Sur l'argument juridique que tu as avancé, il s'agit en réalité d'un moyen de responsabilité civile qui n'est pas applicable au chef de l'État. La procédure de haute trahison est une responsabilité politique. Elle n'est même pas pénale, elle est politique. Puisque la sanction qui peut être prononcée contre un chef d'État accusé de haute trahison, ce n'est pas la peine d'emprisonnement, c'est la destitution. On met fin à son mandat. Il ne va pas en prison. C'est pour montrer que ce n'est pas une sanction pénale. C'est une sanction politique prononcée par une organisation, une juridiction, la Haute Cour de justice, qui est une juridiction à caractère politique puisque composée de parlementaires, de députés. Donc c'est une sanction qui est politique. A priori, le chef de l'État est politiquement irresponsable, sauf cas de haute trahison. Donc c'est une responsabilité qui est particulière. N'est pas très clair dans notre Voilà, et ce n'est pas véritablement défini. Donc on ne peut pas en donner un contenu satisfaisant. Mais je pense que s'il est avéré que le chef de l'État a participé à des actions contre l'État malien, bien évidemment, la haute trahison est avérée. Clairement. À titre d'exemple, la première démocratie au monde, les États-Unis en ce moment sont dans un processus de destitution du président Trump. Ce sera l'occasion d'en parler une autre fois. C'était les experts du vécu. Aujourd'hui, on a eu Hamidou Tigani, enseignant-chercheur à l'Université Paris 8 et Paris 13. Tchefin Sissoko, enseignant-chercheur à Créteil et à Bamako. Nous les remercions. C'est une première, mais il y en aura beaucoup. On va occuper le temps, on va parler, on va s'exprimer, ils vont donner leur expertise. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.